cette idéologie, comment l'appeler en fait finalement, c'est cette mode de vie carrément qui est le maternisme. Alors vous êtes nombreux à me demander, est-ce que c'est un pied de nez au féminisme? Est-ce que c'est une idéologie qui vient remplacer le féminisme, qui vient compléter le féminisme? Ben voilà, c'est pour toutes ces raisons-là, pour toutes ces questions-là que donc nous allons pouvoir faire cette série de vidéos qui expliquent ce qu'est le maternisme et qui expliquent également un peu en quoi est-ce que le maternisme pourrait être finalement une finalité au féminisme. Alors avant toute chose, on va définir brièvement ce qu'est le féminisme, parce qu'il y a plusieurs définitions du féminisme, mais il y en a une seule en tout cas qui correspond à tous les féminismes que nous pouvons rencontrer. Le féminisme, c'est une conception, une idéologie, un combat, une lutte selon laquelle les femmes revendiquent leurs droits. Donc les femmes estiment qu'elles vivent dans un monde qui met en avant le privilège masculin. Donc c'est le privilège masculin qui prime et qui fait en sorte que les femmes se sentent lésées. Donc elles se battent pour pouvoir arracher leurs droits de ce paysage finalement genré et où c'est l'homme qui a le dessus. Donc, il existe plusieurs types de féminisme, ce qui est tout à fait logique, puisque le monde est divisé en pays, en régions, en villes et même en quartiers. Et donc, dans tous ces environnements-là, il faut savoir qu'il peut exister des féminismes qui correspondent au milieu, à la façon de voir des femmes qui évoluent dans ce milieu, au contexte qu'elles rencontrent dans ces milieux, etc. Donc, il y a plusieurs types de féminisme et de féministes également. Nous allons nous intéresser à deux types de féminisme. Le féminisme africain et l'afroféminisme. À ne pas confondre, parce que beaucoup font encore l'amalgame. Le féminisme africain et l'afroféminisme sont deux types de féminisme tout à fait différents, qui sont nés dans des contextes différents, dans des environnements, dans des milieux différents et avec des idées différentes. Nous allons donc parler tout d'abord du féminisme africain. Dans quel contexte est né le féminisme africain? Quelles sont ces femmes qui se revendiquent comme étant des féministes africaines? Et ensuite, nous verrons ce que nous apprend l'afroféminisme et dans quel contexte est né l'afroféminisme. Alors, le féminisme africain est né en Afrique. Le féminisme africain est né en Afrique durant la période post-coloniale et je vais tenter d'expliquer comment. Avant cela, donc, il faut comprendre le paysage post-colonial, comprendre dans quel contexte évoluent ces femmes-là dans le milieu, dans le paysage plutôt post-colonial. Nous sommes donc après la période coloniale. Les colons sont arrivés en Afrique. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont constaté une chose, c'était la place prépondérante qu'occupait la femme africaine au sein des sociétés africaines. Il est intéressant de voir dans quel paysage, dans quel contexte les colons arrivent en Afrique pour coloniser l'Afrique. Ils sont émerveillés, mais en même temps inquiets de voir à quel point la femme africaine occupe une place prépondérante au sein des sociétés africaines auxquelles ils ont affaire. Je peux donner plusieurs exemples de cela. Ce territoire que nous connaissons aujourd'hui comme le Sénégal, lorsque les Français arrivent pour le coloniser, la première force de résistance qu'ils vont rencontrer, c'est une femme, Ndate Yalambodj. Lorsque les Portugais arrivent au Portugal, ils constatent également cette prépondérance, cette force, ce privilège qui est accordé à la femme africaine. Lorsque le Maningola doit aller discuter du traité de Luanda avec le vice-roi du Portugal, il n'a pas le courage de le faire. C'est quelqu'un de timide. Il est roi, mais il est timide. Donc il va envoyer sa sœur, Ndinga. Donc la reine Ndinga va aller discuter du traité de Luanda. Et tout cela, ce sont des choses que les colons observent. Mais quel est ce pouvoir? Quelle est cette force que l'on accorde à des femmes? Une femme qui vient discuter du traité de Luanda avec le vice-roi du Portugal, alors que le roi existe. Et en plus, la reine Ndinga non seulement vient en montrant qu'elle est de lignée royale, mais elle vient discuter de ce traité de Luanda d'égal à égal avec le vice-roi du Portugal. Lorsque les Anglais arrivent à l'ancien royaume
du Bénin. Ils arrivent, ils découvrent qu'il y a une Iobaïdia, une reine-mère. Et l'Oba du Bénin, qui est le roi, voue un respect absolument extraordinaire à cette femme. C'est comme si elle était sacrée. C'est comme si son pouvoir venait d'elle, finalement. Et il s'interroge, mais quel est ce pouvoir que l'on accorde aux femmes partout en Afrique? Et même au sein des petites sociétés, lorsque les africanistes arrivent et étudient la manière dont les Luba accordent l'importance aux jeunes femmes, il y a ce concept qu'ils appellent le Butanda. Le Butanda qui signifie étendre, étendre la natte. C'est pour signifier que lorsque une femme étend la natte et qu'elle s'assoit, c'est pour régler les conflits. Et ces conflits, elle les règle au sein de sa maison, mais elle les règle aussi à l'échelle sociétale. Et c'est également dans ce contexte que l'éducation de la fille, de la femme, va être complètement détruite. Parce qu'il y a cette idée erronée selon laquelle en Afrique, la fille n'est pas éduquée, c'est le garçon qui est éduqué, etc. C'est faux et archi faux. Nous avions nos principes, nous avions notre éducation propre, notre manière d'instruire, et les filles étaient éduquées aussi bien que les garçons. Et croyez-moi que l'éducation de la fille était beaucoup plus importante encore, puisqu'elle faisait partie de celles qui prenaient les décisions dans une maison, dans une société, dans un royaume, dans un empire. Donc l'éducation de la femme, qui était un élément sacré de la famille, était importante. Et donc il s'agissait de détruire cette éducation. Lorsque nos filles allaient en période initiatique, c'était pourquoi, croyez-vous? C'était pour y être éduquées, c'était pour y être formées, à être de bonnes maîtresses de maison, à être de bonnes, de bonnes preneuses de décisions, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez? Et donc, il s'agissait de détruire cette éducation, de détruire cette formation, cette instruction qui nous était propre et de définir que c'était le garçon qui devait avoir accès à l'éducation et pas la fille. Et donc, en détruisant l'éducation des femmes, c'est cette place prépondérante également qui lui était accordée dans nos sociétés que les Occidentaux vont venir détruire au sein des sociétés africaines. Alors, parlons de la période postcoloniale. Lorsque l'Africain a accédé à l'indépendance ou à la soi-disant indépendance, lorsque l'Africain accède donc à l'indépendance, la femme africaine ne veut pas rester à ne rien faire. Alors lorsque la femme africaine assiste à ce nouveau paysage soi-disant indépendant en Afrique, elle veut faire partie de ces personnes qui travaillent pour bâtir une nouvelle société africaine, pour bâtir un nouvel État africain, pardon. Donc elle ne veut pas rester dans ce rôle que la colonie est venue apporter, c'est-à-dire le rôle de celle qui reste à la maison, qui n'a pas droit à l'instruction, qui n'a pas droit de faire partie des organes de décision, qui n'a pas droit de faire partie de la vie politique, alors qu'avant, elle pouvait faire partie de la vie politique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La femme africaine va refuser ce rôle, va se dire, puisqu'il s'agit de créer un nouvel État africain, je vais participer. C'est dans ce paysage que vont apparaître les femmes comme les Awa Keita, comme les Mafori Bangura, des femmes qui se lèvent et qui veulent participer à l'indépendance africaine. Elles veulent participer à la construction des nouveaux États africains. Donc elles vont participer à emmener cet électorat féminin qui finalement était même illettré, puisque elles n'avaient pas accès à la même éducation que les hommes. Et donc cet électorat-là va participer activement à l'indépendance africaine, à aider les hommes indépendants à accéder, les hommes africains, pardon, lapsus, à accéder à l'indépendance. Mais ces femmes-là, est-ce qu'après les indépendances, vont-elles continuer à faire partie de ce nouveau paysage indépendant sur le plan politique, sur le plan sociétal même? Malheureusement, ces femmes vont vite désenchanter. Pourquoi? Parce que l'homme africain, l'homme qui a été désigné comme celui qui devait amener l'Afrique à l'indépendance, c'est un homme finalement qui a été éduqué par la colonie. Il n'a pas été éduqué en réalité pour être un décisionnaire, il n'a pas été éduqué pour être
pour gouverner, il n'a pas été éduqué pour régner, il a été éduqué pour être soumis, pour continuer à être soumis aux colons. Donc, dans ce nouveau paysage que finalement on peut appeler néocolonialiste, les hommes africains continuent à être soumis à leurs anciens colonisateurs. Et ils continuent à avoir les mêmes idées. Malheureusement, ces femmes, comme les Awa Keïta, qui avaient volontiers accepté d'aller vers les villageoises, qui n'avaient ni le droit d'apprendre à lire, ni le droit d'apprendre à écrire, qui avaient accepté d'aller vers elles pour les inciter, pour les convaincre de voter pour ceux qui vont devenir nos futurs héros des indépendances, ces femmes-là vont être déçues de constater que finalement, lorsque l'indépendance ou la soi-disant indépendance leur est accordée, elles n'ont pas cette place qu'elles espéraient obtenir dans les organes de décision, dans les arènes politiques. Donc elles sont déçues, ces femmes-là. Non seulement elles sont déçues, mais les femmes qui font partie du peuple, ces nouvelles femmes, cette nouvelle élite intellectuelle que les pères des indépendances ont formée quelque part, en leur disant « vous allez pouvoir travailler à nos côtés, vous allez être nos alter ego sur le plan politique, sur le plan sociétal, etc. » Elles se rendent compte finalement qu'elles n'obtiennent qu'une place très timide au sein des gouvernements. Elles ne sont pas représentées comme elles aimeraient être représentées. Elles se rendent compte aussi que ces hommes africains qui avaient été formés, éduqués par les anciens colonisateurs, eh bien ces hommes-là ont gardé quelques traces de cette mentalité qui faisait que la femme africaine n'avait pas la place. Lumumba, par exemple, qui s'était battu pour l'émancipation de la femme africaine et qui pensait, qui croyait en son fort intérieur que la femme pouvait participer à l'économie du pays, c'est-à-dire pouvait participer à la reconstruction du pays, que ce soit de manière formelle, que ce soit de manière informelle, lui-même commençait à se poser la question de savoir est-ce intéressant de laisser la femme intellectuelle, la femme instruite, travailler à nos côtés. Est-ce qu'il n'est pas dangereux de africaine de son foyer, elle qui s'occupe tant bien des enfants, elle qui fait le ménage, elle qui fait la cuisine, faut-il vraiment la sortir de ce cadre familial pour l'introduire dans les arènes politiques? Et malheureusement, beaucoup de ces pères des indépendances, surtout ceux qui finalement se sont alliés aux anciens colonisateurs et qui ont accepté de continuer à diriger dans un nouveau paysage finalement néocolonialiste, ne vont pas accorder à la femme africaine cette place qu'elle attendait tant. C'est une place timide qui lui est accordée au sein des arènes politiques, au sein des organes de décision. Donc la femme africaine va se rébeller un peu. Elle va dire, ok, changement, d'accord. Mais pourquoi ne faisons-nous pas partie de ce changement? Pourquoi est-ce que nous devons demeurer des femmes au foyer? Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une autorisation maritale pour travailler? Pourquoi avons-nous besoin d'une autorisation maritale pour ouvrir des comptes en banque? Et c'est de là que vont naître les premières idées féministes africaines. C'est dans ce contexte-là, dans ce paysage genré, post-colonial, que vont naître les premières idées féministes africaines. La femme féministe africaine va naître et les médias vont aider à ce qu'elle puisse connaître ce qui se passe dans l'Hexagone. Elle sait que dans l'Hexagone évoluent des femmes qu'on appelle des féministes et qui se battent pour revendiquer leurs droits dans ce paysage où c'est le privilège masculin qui domine. Elles veulent également créer leur sorte de féminisme et elles sont conscientes que les contextes sont différents, qu'elles évoluent dans des milieux complètement différents, mais elles ont leur féminisme à elles, qu'elles veulent joindre aux autres féminismes. Et donc, ce qui va aussi aider ces femmes-là, c'est ce qu'on va appeler la décennie des nations. Donc les Nations Unies vont décréter une décennie dédiée à la femme. Et durant cette décennie des nations, qui aura lieu entre 1970 et 1980, les femmes africaines de toutes parts, de tous les États africains, vont se réunir. Et mieux, elles vont rencontrer d'autres femmes, d'autres continents, d'autres pays. Elles vont se rendre compte qu'elles ont à peu près les mêmes combats, les mêmes revendications, qu'elles se battent aussi dans un paysage très genré, très misogyne.
et ensemble, elles vont se dire féministes. Elles sont des féministes africaines qui ont les mêmes combats que les autres femmes, même si il y a quelques différences liées au contexte dans lequel elles évoluent. Alors, elles osent parler, dénoncer les injustices qu'elles vivent au sein de leur société africaine et elles osent, les langues se délient. C'est cela qui va donc amener à ce que les femmes africaines se disent féministes. C'est donc dans ce contexte-là que va naître le féminisme africain. À ne surtout pas confondre avec l'afroféminisme qui va voir le jour bien plus tard, dans les années 90, on va dire même 20 années plus tard, après les premières idées féministes africaines. Alors nous parlerons dans une autre vidéo de l'afroféminisme, du contexte dans lequel l'afroféminisme a vu le jour et les différences entre ce qu'on appelle le féminisme africain et l'afroféminisme. Mais j'introduirai quelques féministes africaines, leurs pensées, leurs idéologies, pour que nous puissions encore mieux comprendre ce qu'on appelle le féminisme africain, avant d'aborder l'afroféminisme dans une autre vidéo qui, j'espère, vous plaira et que vous pourrez suivre. Merci beaucoup d'avoir été aussi attentifs et vraiment restez connectés. Nous avançons pas à pas vers ce qu'on appelle le maternisme